J'ai déjà annoncé la thématique plus de 2 fois. Mes 2 confrères m'ont rejoint sur ce plateau pour évoquer la situation du Lualaba. Ils ont récemment mené des investigations. Nous avons déjà eu le temps d'en parler, mais aujourd'hui, on va aborder un volet un peu plus spécial, concis, précis, à savoir les infrastructures et l'éducation. C'est un sujet qui fait débat actuellement. Bonsoir et bienvenue, Monsieur Henri Levôtre et Monsieur Ben Akili. Bonsoir, Christophe. Voilà, donc on est certainement suivi au là-bas parce que on a beaucoup des retours de là-bas, des appels des téléspectateurs qui apprécient bien cet intérêt attaché à la province du là-bas. Vous évoluez normalement localement au niveau du là-bas et vous avez des choses à dire. On va commencer par le volet infrastructure. Monsieur Henri Levôtre, qu'est-ce que vous avez découvert davantage par rapport à ce qui s'est raconté, notamment hier sur nos antennes, parce que en même temps, c'est quelque chose comme un droit de réponse. Exact. C'est l'enquête que nous avions menée. Et l'enquête, c'est sur une période. Ça s'étale sur une durée donnée. Mais pour parler de l'infrastructure, parce que je ne vais pas revenir sur les mines et autres choses qu'on a les mines artisanales. Oui. Mais je voudrais d'abord répondre parce que j'ai entendu quelque chose qui ne m'a pas enchanté hier, ici, quand on parlait des mines au là-bas. J'ai amené avec moi, M. Christopher, la demande des contrats industriels et preuve de paiement des redevances minières de la coopérative Komibakat. Je vous laisse vous pouvez le tourner. Parce qu'il est là. On va le zoomer. Vous pouvez résumer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, ce ce document a été adressé à la division provinciale de mines par le directeur provincial de SAEMAP, qui demandait de clarifier la situation de cette coopérative qui est Komibakat, qui ne paye pas exactement les frais dits à l'État, et pourtant qui a une production industrielle. Et ça, ce n'est pas le journaliste qui a écrit. Ça, c'est un document officiel qui a même créé des problèmes entre SAEMAP et la nouvelle équipe à la direction, à la tête de la province du Lualaba. Et donc, il y a eu des problèmes sur cette question et nous avons mis la main sur ces documents. Je crois que les confrères qui sont passés ici, ils n'ont qu'à se documenter avant de monter sur le plateau et contredire les fruits de notre travail et cela pendant 8 mois. Donc, ils n'ont qu'à aller voir à SAEMAP qui s'est même dit, trop c'est trop, on ne voudrait pas de ça. Comment ça fonctionne cette coopérative? C'est une coopérative qui pille tout simplement les trésors publics et la République démocratique du Congo. Ça, c'était la parenthèse que je voudrais bien. Vous pouvez rester avec ce document parce que nous l'avons autant. Prochainement, quand ils pourront venir, ils vont se documenter parce que je pense qu'il n'y a pas suffisamment de la documentation dans ce qu'ils disent. C'est vrai qu'ils ont amené quelques quittances, tout ça, des relevés des paiements, mais pour combien de camions? Nous, on parle des milliers de camions qui ne sont pas payés. Et ils amènent quelques bordereaux. Ça signifie quoi, cette histoire-là? Nous ne sommes pas ici pour nous. Nous sommes ici pour ces milliers de créateurs-là. Parce que la population de la base, c'est une population qui n'appartient pas à une classe. C'est l'affaire de tout le monde. Et les mines, parce que les carrières, même dans la province qui sont viables, il n'y en a pas assez. Mais quand une seule coopérative s'accapare, une dizaine de sites à elle seule, ça devient un problème. Et c'est cela que nous dit, nous devons voir clair dans cette histoire et que les juridictions compétentes s'attellent sur la situation des Komibakat. Et même les services d'État ont déjà écrit là-dessus. Mais parce que je voudrais parler... Avant de revenir aux infrastructures, si M. Ben Akili peut également glisser un mot sur l'intervention d'hier, parce que vous avez été cités nommément, tous les deux, s'il peut également commenter par rapport aux affirmations qu'il y a eu hier. Merci Christopher. En tout cas, c'est avec de l'amertume que je vais répondre un peu à ses confrères et également à certaines personnes qui s'agitent. Pourquoi je le dis? Parce que l'on a confondu, c'est que c'est une société simplifiée. Lorsqu'on a dit que la coopérative Komibakat n'arrivait pas à payer la redevance minière, parce que sur le terrain, selon la nouvelle loi de l'OADA, quand vous êtes une coopérative, vous êtes immédiatement appelé une société simplifiée. Mais sur le terrain, quand vous vous donnez à une activité industrielle, vous êtes censé de payer la redevance minière. Et pour que vous arriviez, bien sûr, à faire une activité industrielle, vous devrez, a priori, avoir un contrat avec les concessionnaires. Donc, ce qui voudrait dire ici que comme Komibakat se retrouve dans plusieurs sites miniers qui appartiennent aux entreprises privées, Komibakat devrait a priori avoir d'abord un contrat avec les concessionnaires. Mais quand l'on a dit ça,
les gens pensent que nous racontons du n'importe quoi. L'on remet en cause notre travail du journalisme. Moi, je ne sais pas. Ce n'est pas devant un conseiller que l'on doit présenter un diplôme de journalisme pour que l'on soit certifié qu'on est véritablement journaliste. Si l'INPC arrive, bien sûr, à nous décerner, à nous délivrer des cartes de presse, ce n'est pas un conseiller ou un collaborateur d'une autorité. Nous devons quand même chercher à nous documenter avant de venir répondre sur un plateau de télévision. Et l'on ne fait pas la communication sur base des mensonges. Et nous nous sommes dit, l'on ne peut pas laisser faire gober à la population des mensonges. Nous passerons ici pour éclairer l'opinion. Parce que notre souci, c'est ce que la population arrive à se retrouver. L'on a dit ici que la Comibacat ne travaille qu'il y a de cela quelques mois. Mais nous devons faire la part des choses. Comment expliquer que dans quelques mois, cette coopérative se retrouve dans plus de 10 carrières? Cela ne s'explique pas. Donc, entre guillemets, on va dire tout simplement que la coopérative a profité, bien sûr, de la position actuelle du système en place pour avoir, bien sûr, des sites qui sont, entre guillemets, riches. Et nous disons à nos amis qui sont passés, parce qu'il faut toujours se documenter avant de venir répondre à n'importe quoi. Parce que ce que nous avons fait, ça nous a pris du temps. Ce n'est pas que nous sommes animés de la mauvaise foi pour nuire à quiconque, mais non. Nous travaillons tous pour l'intérêt du Lualaba et nous connaissons le Lualaba avant même certaines personnes parce que nous avons été là lorsque le Lualaba est devenu province et nous connaissons comment nous partions avec l'élan du développement et tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. En parlant de cet élan-là justement du développement, il y a une autre polémique, parce que j'ai parlé d'infrastructure tout à l'heure, de cette histoire des ponts. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que vous aviez autrefois accordé une interview au ministre des Infrastructures honoraire. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous éclairer là-dessus? Cette histoire de pont bascule, j'ai suivi des choses qui ne sont pas très correctes ici. On a narré qu'il s'agissait d'une commande ou que c'est le ministère de Mines qui aurait acheté les ponts bascules et qui y travaillait avec. Aujourd'hui, la lumière est faite dans la province du Lualaba. Un ministre en suspension, Norbert Mangou-Mangal, que je cite ici, a donné une interview à la radio ou à la télévision sœur dans cette province et a éclairé l'opinion lualabaise sur ce qui est des ponts bascules. Et Norbert Mangou-Mangal dit que c'est bien lui qui a commandé les ponts bascules. L'interview est là, vous pouvez le suivre. Tout le monde qui est au Lualaba peut écouter cette interview. Je sais que Life Radio, excusez-moi de citer ici, pourra relayer cette information aujourd'hui. Nous, on est à Kinshasa. Nous, on a fait un travail ici, mais il y a voilà les résultats. Le ministre a dit que c'était bien lui qui a commandé et nous, les ministères des Mines. Donc, encore une fois, un autre mensonge que les amis chargés de communication qui sont venus ici pour dire n'importe quoi. Je crois que la population du Lualaba est en train de voir de quel côté est la vérité. J'aimerais un tout petit peu comprendre, parce que je suis un peu étranger à cette réalité. Ce serait quoi la différence que ce soit tel ou tel autre qui a commandé ces points? Est-ce que ça ne servira pas finalement pour l'intérêt de la province de toutes les façons? Peu importe. C'est dans quel intérêt que l'on se chamaille cette paternité? Les ponts bascules qui ont été commandés. Parce qu'il faudrait qu'on appelle les chats par son nom. Les ponts bascules qui ont été commandés, c'était pour peser le poids des camions lourds sur la route. C'était pour protéger l'infrastructure routière. C'est en ce moment-là que Norbert Mangou-Mangal avait demandé au gouvernement et a commandé les 4 ponts. Mais attention, il y a également ces mêmes ponts peuvent servir à peser également les minéraux. Mais il y a eu 6 ponts qui ont été installés au centre des négociations Moussompo. C'est là que je voudrais y arriver parce que j'ai encore entendu un mensonge ici hier. Que le contrat que le gouverneur Mouyej Manguez-Mons avait laissé était de 12 000 par poteau et que les contrats de Mme Fifi Masuka, signé récemment au mois de mai, étaient de 5 000 $ américains. Mais attention là, je voudrais faire la différence entre les deux choses. Richard Mouyej Manguez-Mons, quand il signe ce contrat, quand il demande de prendre le contrat sur Moussompo, on avait prévu 1000 poteaux. Il y avait également l'aménagement des centres de négoce. Moussompo, c'était un centre de négoce qui est dans le plan de la province du Lualaba pour empêcher que les créateurs ne soient dribblés par les acheteurs. Donc on a organisé un centre où tous les minéraux devraient se vendre. Maintenant, il fallait aménager ce terrain-là. Il fallait asphalter la route qui amènerait également jusqu'au centre des négoces. Voilà le montant global était de 12 millions de $ pour les 3 projets, c'est-à-dire et les poteaux
plus l'asphaltage des routes et l'aménagement des centres de négoce. Mais on a mis de côté, quand j'ai suivi les confrères ici qui n'ont pas une bonne information, ils ont mis de côté l'aménagement des terrains, ils ont mis de côté l'asphaltage de routes qui était dans ce projet. Ils n'ont parlé que de 1000 poteaux. Quand vous allez les diviser, exactement, ils vont tomber dans ces mauvais calculs de 12 000 par poteau. Mais attention également là, les poteaux que Richard Muyej-Manguez-Mons avait commandés, avec Convest, c'était des poteaux qui étaient en fibre de verre. Ce n'est pas le PVC qu'on est en train de planter actuellement au Lualaba. Pour ceux qui connaissent le Lualaba, ils vont voir que les deux poteaux sont en deux matières tout à fait différentes. Et donc là, il faudrait aussi que, quand vous venez pour dire quelque chose, il faudrait avoir les tenants et les aboutissants. Monsieur Ben, vous avez évoqué une situation quasi similaire dernièrement sur la route, autrefois confiée à Craigset, puis confié à une autre entreprise qui, au final, on a obtenu des résultats différents sur différents tronçons. Permettez-moi la répétition. Est-ce que nous sommes dans la même situation? Cet éclairage-là, c'est que l'on a négocié à un peu plus moins cher. Les poteaux qu'on a négociés à un peu plus moins cher vont causer la même situation par rapport à la route? Oui, bien sûr, parce que quand l'on veut faire une comparaison avec le contrat qu'avait laissé M. Richard Muyej-Manguez-Mons, c'est celui de Madame qui a été signé dernièrement. Non, mais on n'a pas vraiment toutes les idées en place. Pourquoi je l'ai dit? Quand vous prenez les deux contrats, moi je me demande si nos amis avaient eu le temps de lire et de parcourir tous les deux contrats. Quand vous prenez ces deux contrats, juste leur couverture, en tout cas, démontre tout. Le premier contrat concernait bien sûr le centre de négoce. Il y avait l'aménagement du site, comme le confrère l'a dit, l'installation des panneaux solaires pour l'éclairage public, également l'asphaltage et le drainage des routes. C'est bien mentionné, c'est pour le site de Moussompo. Quand vous prenez celui de Madame le vice-gouverneur, c'est bien mentionné. C'est bien mentionné qu'il s'agit bien sûr de l'asphaltage et drainage, également l'éclairage dans les 5 territoires de la province, et aussi les 2 villes qui composent la province du Lualaba, donc c'est-à-dire la ville de Kolosi ainsi que la ville de Kassaji. Alors, d'où est venu ce mensonge-là pour dire à toute une communauté que le contrat que Madame est en train d'exécuter, c'est le même contrat que Richard Muyej avait dû laisser quand il était encore là. Je vais rappeler pour la petite histoire ici. Quand Muyej est parti, le contrat que Madame avait fait signer, le contrat qui englobait le tout, l'asphaltage et drainage de routes et l'éclairage ou installation des panneaux solaires sur l'ensemble de la province, dont 2000 à Kolosi et 3000 à l'intérieur de la province. Ce contrat-là, d'abord, au départ, il était de 56 800 000 $ américains. Et quand le dossier est arrivé au niveau de l'ARMP, l'autorité de régulation de marché public, on a adressé une lettre au système actuel pour l'annulation de ce contrat-là. Et qu'est-ce qui a été fait? Comme le système avait besoin de faire un forcing afin de recevoir également ces contrats pour en tirer profit, l'on a fait éclater ce contrat en 3 contrats. C'est-à-dire éclairage public, asphaltage et asphaltage de la route Wansela, également la route qui mène vers Katebi. Donc finalement, on n'a pas économisé de l'argent pour la province. On n'a pas économisé. Alors, qu'est-ce qui arrive? Le ministre de tutelle, parce que pour l'éclairage public, ça devrait être le ministre provincial de l'énergie qui devrait signer les contrats. Mais l'on passe outre le ministre provincial de l'énergie, qui est André Patrick Thierry Kakwata, qui a dû démissionner par rapport à certaines guégueurs au niveau du gouvernement provincial. Le ministre du budget en place, Trésor Lutongo, qui dit « Je ne saurais pas donner l'approbation à ce contrat parce que le ministre de tutelle ne peut pas signer. » Qu'est-ce qui est arrivé? Le 28 avril, l'on suspend le ministre provincial du budget, Trésor Lutongo, ça je l'ai dit, nos amis doivent s'informer davantage. Le même 28, à la même date, Madame signe le même contrat. Et le 29, elle envoie une note pour demander l'approbation au ministre qui est
Kazembe qui fait l'intérim du ministère du budget pour demander son approbation afin d'accorder ce contrat. Et le 29, on envoie au ministre Haïd Budget. Ces derniers répondent à madame le 5 mai pour donner l'approbation à ce contrat. Pourquoi constater cette précipitation? Dans les histoires de contrats ici, selon la loi, on a toujours dit il y a 3 choses. Nous avons la légalité, la régularité ainsi que l'opportunité. Est-ce que nos amis peuvent-ils nous dire ici, c'est quoi l'opportunité qui était là pour ainsi installer l'éclairage public dans une province où il n'y a pas de routes, de dessertes agricoles, où on n'a pas d'école au niveau de l'intérieur, on n'a pas d'hôpitaux au niveau de l'intérieur, mais vous dépensez 25 millions de dollars américains pour ainsi éclairer toute une province, pendant que les habitants dans cette province qui sont à l'intérieur sont en train de se demander, de se poser mille et une questions, comment acheminer leurs produits agricoles au niveau du centre-ville. Et le 25 millions, ça c'est le préfinancement avec Invest Congo. Mais qui aura un taux de remboursement de 31 900 000, près de 7 millions de dollars que la province va pouvoir remettre, bien sûr, à cette entreprise ou à l'entrepreneur. Vous ne voyez pas, même vous, Christopher, c'est un manque à gagner pour la province. Vous aviez parlé de l'école, de l'éducation, justement, parce que c'est un autre dossier qui fait débat. Vous l'avez un tout petit peu survolé dernièrement, mais on a essayé un tout petit peu de creuser. On a trouvé que des enfants sont effectivement en difficulté en ce moment. Des enfants qui ont bénéficié d'une bourse sous Richard Muyej. On n'arrive pas à comprendre finalement si c'était Richard Muyej, la personne de Richard Muyej qui a offert la bourse, ou c'est la province du Lualaba qui l'a fait, parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué pour les enfants qui lancent un cri d'alarme. On commence par M. Henri Levote, puis... Monsieur Christopher, je suis en train de couvrir une activité. À l'époque de Richard Muyej Manguez-Mons, c'était au complexe scolaire Ewabora. Ceux qui connaissent la ville de Colosie connaissent les cadres. Une maman, parce que pour la plupart de ces élèves-là qui sont à Chypre aujourd'hui, certains en Tunisie, ce sont les enfants qui ont mérité, qui ont distingué dans leur domaine. Leur mal aujourd'hui, c'est d'avoir été intelligent à l'école. Je couvre cette activité, je vois une mère qui, dans le travail, pour elle, c'était les champs. Sa fille distingue. Elle vient accompagner sa fille parce qu'il y avait un prix que la province devait donner à cette fille-là. Je la vois pleurer à mes côtés. Quand je demande c'était quoi le problème, sa fille venait de distinguer. Des larmes de joie cette fois-là. Parce que sa fille a au moins l'occasion d'aller étudier à l'étranger. Et le gouverneur Richard Muyej Manguez-Mons à l'époque donne la bourse à ses enfants. Ils partent pour Chypre. Aujourd'hui, nous en sommes là. Quand Muyej est parti, ses enfants recevaient au moins 300 dollars américains le mois pour leurs dépenses. Les frais de scolarité étaient supportés par la province du Lualaba. Actuellement, ces enfants ne reçoivent rien. Nous avons des numéros, nous avons les messages de ces enfants. Nous parlons avec eux. Vous pouvez aussi pousser ces enquêtes parce que nous mettons ces éléments à la disposition de tout le monde. Quand on dit aux gens que nous faisons un travail de fonds et un travail d'investissement, ce n'est pas pour le dire, ce sont des choses vraies. Aujourd'hui, la province a coupé. Ces enfants, on ne paye pas pour eux. Ces enfants ne reçoivent plus de 300 dollars qu'ils le recevaient le mois. Ils nous ont écrit, nous avons des messages, nous avons les numéros, vous pouvez les contacter. Qu'est-ce que ces enfants deviennent à Chypre? Qu'est-ce que ces enfants deviennent en Tunisie? Parce que c'est la province qui a envoyé l'argent, qui les a envoyés là-bas. Aujourd'hui, ils n'ont rien. Les autres nous ont dit qu'aujourd'hui, pour aller suivre les cours, nous les faisons frauduleusement. Quelle honte, non seulement pour cette province du Lualaba, mais aussi la honte de la République démocratique du Congo. C'est ici que j'ai même l'occasion et l'opportunité de dire, nous n'avions pas l'argent pour payer à ces enfants-là. Mais la République, elle, a l'argent. Ici, ce n'est pas un problème de Muyej. Ici, ce n'est pas un problème de Fifi Masuka. Ici, ce n'est pas un problème de nos journalistes. Ici, c'est un problème social pour ces enfants qui sont là-bas parce qu'ils ont été seulement intelligents. Moi, je pense pour ma part, si jamais notre cri ne sera pas entendu, mais qu'elle soit quand même entendue par la première dame. C'est une mère, elle aussi. Elle peut entendre que ces enfants du Lualaba là manquent de quoi vivre là-bas. Qu'on leur envoie quelque chose. Qu'ils vivent. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait dans la politique pour mériter ce traitement?
Parce qu'ils ont été seulement intelligents. Voilà les questions, voilà les problèmes que nous avons aujourd'hui. Et c'est là qu'on dit, nous les journalistes, nous sommes la voix des sans-voix. Nous pouvons dire quelque chose pour que ces enfants-là se retrouvent quand même, ne fût-ce que le minimum, qu'ils finissent les cours, et puis ça serait bien pour eux. Est-ce que, bon, sachant que le gouverneur de la province a quitté le Lualaba dans des conditions justement de mégestion, interpellé à Kinshasa pour répondre à des questions, est-ce que parmi les dossiers qu'on lui reprochait ne se retrouvaient pas ces dossiers des enfants? Est-ce que ces enfants-là, bon, ils ont été sélectionnés selon quels critères? Ce sont les gens de sa famille, des proches? Est-ce que c'était une opération légale, cette bourse? Peut-être que l'administration actuelle, en évacuant les affaires courantes, je crois que ça doit être ça, l'intérim, a décidé de freiner aussi cette dépense-là parce que ne maîtrisons pas le contour. Non, je ne pense pas, parce que c'est une affaire qui concerne tout un gouvernement provincial. Et moi, je me rappelle la sélectivité, il n'y a pas eu de sélectivité. Et la sélection ne s'était pas faite sur base des coteries tribales. Parce que je connais des enfants qui sont là-bas, qui sont kassaïens. Des enfants qui sont partis en Chypre. Il y a 37 en Chypre et 5 en Tunisie. Il y a des enfants de toutes les tribus, mais qui ont bénéficié simplement de cette bourse-là parce qu'ils ont étudié dans la province du Lualaba. Et ces enfants ne vont pas seulement servir à leurs familles respectives, mais plutôt beaucoup plus à la province et également à la République démocratique du Congo. Mais s'il faut y faire mêler de la politique, je vois tout simplement que nous sommes en train de manifester notre mauvaise volonté, mauvaise foi de soudoyer l'avenir de nos enfants. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se réclameraient en tant que communicateurs. Je crois que même Mme Masuka, là où elle est, elle en a marre de certains de ces communicateurs qui ne fondent que leur message sur de mensonges. Parce que s'il faut nous dire aujourd'hui que la province se félicite dans une année d'avoir été affiliée à la bourse Excellencia, mais que dire de la bourse que la province a octroyée? Ça voudrait dire quoi être affilié à la bourse Excellencia? Oui, mais bon, on a fait des tapages au niveau de la province quand il y a eu la deuxième édition. Ça veut dire, excusez-moi, je cherche aujourd'hui que la province va désormais financer la bourse Excellencia, ou bien les élèves de la province vont bénéficier? Les élèves de la province vont également bénéficier de la bourse Excellencia. Alors, mais c'est peut-être ça, à cause de ça, on dit, bon, comme on a déjà Excellencia, on met de côté. Pourquoi cherchons-nous une chose et son contraire? Parce que nous devons d'abord terminer les projets amorcés. Parce que ces enfants-là n'appartiennent pas à Richard Miège, ni non plus à Mme Masuka, mais plutôt à la province. La province doit prendre en charge, parce que laisser ces enfants-là, dont la plupart viennent des familles, en tout cas très pauvres, mais ces enfants ne savent plus à quel sens se vouer. Il y a des filles là-bas. Dans les jours à venir, selon leur message que nous recevons du jour au lendemain, mais certains se plaignent. Ils se disent, mais nous risquons d'enregistrer dans notre groupe ici les filles putes, les filles qui vont commencer à se prostituer pour savoir comment nouer les deux bouts du mois. Ce qui n'est pas normal. Si l'on nous chante que la province du Lualaba, elle est une province tellement riche, mais les autorités devraient quand même se pencher sur la question pour arriver à donner quand même de l'espoir ou assouvir également aux besoins de ces enfants qui se retrouvent à l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, chercher à embellir, chercher à nous chanter du matin au soir que nous faisons ceci, nous boostons ceci et il y a un bel élan, mais pendant qu'à l'interne, nous faisons des choses pour nuire à la vie de certains, je pense que nous cherchons une chose et son contraire. Et même Dieu au ciel ne serait pas content de voir que les individus qui sont placés, qui sont censés diriger, sont en train de commettre certains actes qui vont à l'encontre de la bonne marche de la province. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on ne doit pas accepter. Et nous lançons un cri d'alarme. Peut-être notre voix, petite soit-elle, mais quand même, elle sera entendue. La première dame qui a été toujours sensible à ce genre de situation, elle doit quand même également se pencher sur la question pour arriver à redonner de l'espoir à ses enfants. Qu'est-ce que ces enfants-là ont fait pour mériter tout ceci? Les guerriers politiques ne peuvent pas diviser l'éducation.
de toute une génération. Les tractations politiques ne peuvent jamais nous diviser. Nous voulons que nous puissions faire ces débats, les débats d'idées. Et non, quand nous disons des choses pareilles, il y a des gens qui vont se lever de gauche à droite pour chercher à nous critiquer. Mais critiquez-nous sur base des idées. Merci. Merci beaucoup, confrère Ben Akili. Merci beaucoup, confrère Henri Levôtre. Merci pour cette intervention. On a abordé, comme j'ai dit aujourd'hui, le volet infrastructure et éducation de votre enquête. Je rappelle que c'est une grande investigation que vous avez menée pour la province du Lualaba dans plusieurs domaines. Même si on n'a pas assez, de temps. Même si cela ne plaît pas beaucoup l'investigation. On pourra revenir très prochainement pour parler au fond de l'infrastructure, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous avons mis d'écouter jusqu'à là. Mais aujourd'hui, le plus grand message était que l'on démontre à la population du Lualaba qu'il y a la différence entre les contrats qu'avait Richard Mouyej-Magazmons et les contrats qu'a Mme Fifi, et surtout demander à la Première Dame et aux autorités de cette province de s'occuper de ces enfants-là qui sont en chiffres. Ils n'ont rien fait pour mériter cette situation. Merci beaucoup, confrère. Merci également à vous de nous avoir suivis, d'avoir suivi ce numéro de Kinshasa direct sur Télé 50, votre chaîne. Merci à l'équipe technique qui a contribué à la réussite de ce magazine vespéral. Dans quelques minutes, vous aurez la grande édition du journal avec Gloria Mouya Moutala, de retour des quelques temps de vacances. Et entre-temps, je vous retrouverai plus tard, probablement demain. Vivez heureux, vivez 100 ans. Restez fidèles à Télé 50.